Drame de Mbouba dans le Congo central. Le président de la République, Joseph Kabila, a décrété 3 jours de deuil en mémoire des victimes. Les politiques profondément attristés. Direction Kindu, l'ancien premier ministre Matata Ponyo à couteau tiré avec Bikenge Moussimbi, actuel gouverneur de la province. De quoi s'agit-il exactement? Les détails, c'est tout à l'heure. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son combat contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Les réactions vont bon train. Exclusivité vrai journal avec le candidat président Martin Fayoulou sur les enjeux de l'heure au micro de Peter Tiani. C'est tout pour les titres de ce soir. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec ce drame de Mbouba dans le Congo central. Plus de 30 morts, 84 blessés. C'est le bilan officiel d'un accident de circulation à 6 km de Kisantu sur la nationale numéro 1. Un camion-citerne d'essence a écarté un bus des passagers, causant ainsi plusieurs blessés et tout un village brûlé samedi dernier. Philippe Vompi pour plus de détails. Suivez. Combien de personnes sont victimes de l'incendie de Mbouba, localité située non loin de la cité de Kisantu? Cette question dérange les esprits des Congolais et la population du Congo central en particulier. On constate une controverse sur le chiffre donné par le gouvernement central et celui avancé par les notables de ces coins. En effet, alors que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila, communique un bilan provisoire de 39 morts, plusieurs dizaines de blessés et plusieurs habitations incendiées. Le notable du Congo central trace pour leur part un bilan de plus de 50 morts, exigeant une enquête indépendante de la société civile pour déterminer le nombre exact des victimes et les dégâts matériels enregistrés dans toute la zone sinistrée. Il faut savoir que la population, par solidarité à leurs frères sinistrés, a bravé les flammes pour porter secours aux compatriotes avec le moyen très limité, sans ambulance. Ces peuples qui iniment presque tous les jours ces frères à Béni dans la province du Nord Kivu à cause des massacres à répétition. Un drame de plus a frappé la nation congolaise à Mbouba. Le sénateur Jean-Pierre Bemba remercie les civils qui ont bravé les flammes pour porter secours aux victimes malgré leurs moyens limités. Du côté de Moïse Katumbi, président de Ensemble, dans un tweet, il demande de prier pour que les 60 victimes de cet accident reposent en paix et en même temps présente ses condoléances les plus attristées aux proches de ces victimes. Par ailleurs, le président de Ensemble souligne qu'une fois de plus, l'État congolais a été absent et les Congolais ont été livrés à eux-mêmes. Direction Matadi dans le Congo central. Corneille Nangaa, président de la CENI, a réceptionné samedi 20 tonnes de machines à voter pour les élections du 23 décembre. C'était en présence du gouverneur de Sainte-Province, Atou Matubwana. Après la réception 2 jours plus tôt des isoloirs et des urnes, le président de la centrale électorale rassure l'opinion que tout est mis en marche pour la tenue des scrutins prochains et que la machine à voter et le fichier électoral ne sont que des problèmes mineurs techniques. Désormais, la CENI recevra chaque semaine des tonnes de matériel électoraux jusqu'au mois de novembre dans les ports de Matadi, Dar es Salaam et Mombasa, a-t-il conclu. On vient à ce dossier en rapport avec la tenue des élections générales le 23 décembre prochain, hypothétique pour les uns et certaines pour les autres. Justine Luanga pour les détails. Suivez. Processus électoral à la République démocratique du Congo, la classe politique en ébullition, en dépit de l'arrivée prochaine de toutes les machines à voter à Kinshasa, de la publication des listes des électeurs et des candidats. Les politiques pessimistes quant à la tenue des scrutins le 23 décembre 2018 se rejettent la faute et l'opposition acquise la majorité présidentielle ainsi que la CENI d'être à la base de l'impasse électorale. Christian Koy, secrétaire général du CONAD, en donne la preuve.
Oui, nous sentons aujourd'hui qu'il y a il n'y a pas la vraie volonté d'organiser des élections le 23 décembre dans notre pays, dans les chefs des animateurs des institutions publiques. De son côté, Benoît Yolama, cadre du PPRD, crache sur l'opposition. Au contraire, nous voulons les élections. Nous souhaitons que ces élections aient le plus rapidement possible lieu pour que notre peuple se décide. Et nous sommes plus que préparés. Mais je note une chose. On dit que nous ne voulons pas les élections. En même temps, nous voyons des opposants qui violent la loi électorale. Les autres ne veulent pas prier Dieu. Ils sont dans les loges, certains sont entendus même en Belgique, où ils vont faire une réunion, où ils vont aller boire dans les loges belges avant de commencer à parler. Pati Katanga, coordonnateur du Front National, pour sa part, exige des élections crédibles et apaisées. Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, Kabila a fait le tour de Paris, Washington, New York et Bruxelles. On se prépare à la face. Mais nous voulons avoir une élection crédible, démocratique et apaisée. À la société civile, Dieudonné Moussa Galoucha recommande à la CENI de vulgariser la machine à voter. Mais dessous de ce que les politiciens ne veulent pas dire, c'est ce que nous sommes en train de suivre et qui ne veulent pas les élections au 23 décembre. Ils sont en train de vouloir amener le peuple congolais dans une transition anticonstitutionnelle. Nous demandons à ce que la Commission électorale nationale indépendante puisse faire une vulgarisation énorme, qu'on puisse manipuler cette machine à voter. Qui dit mieux à la population congolaise détranchée. Dans un autre registre, la fin de mission des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa. Après 3 jours au pays de Joseph Kabila, cette délégation invite la classe politique à un consensus sur l'usage de la machine à voter. Philippe Vumpi pour les détails. Suivez. Conduite par le représentant permanent de France au Conseil de sécurité François Delattre, la délégation de ces grands organes de sécurité de l'ONU s'est entretenue avec les chefs de l'État, les candidats opposants et la CENI samedi. Et le dimanche, jour de la clôture de leur mission à Kinshasa, les 15 représentants permanents ont échangé avec la presse par la bouche de leur chef de délégation, François Delattre, où ils ont invité la classe politique au consensus en ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter. Pour les émissaires de l'ONU, il existe une opportunité historique avec les élections du 23 décembre décidées par le président de la République, Joseph Kabila, pour une première transition démocratique et pacifique. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 15 personnes et un assaillant tués dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 octobre. C'était dans le regroupement Roubaï à 60 km de Goma, dans la province du Nord Kivu. Philippe Vumpi pour les détails. Suivez. Au moins 15 personnes et un assaillant tués et 16 blessés au territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Selon le témoignage recueilli, la plupart des victimes sont des exploitants miniers et les assaillants sont venus de l'Est du regroupement de Roubaïa. Ils sont entrés dans les quartiers Kassoura après leur opération qui a commencé à 18h30 jusqu'à 22h du samedi. Un téléphone de ces assaillants aurait été trouvé, nous dit la même source, et serait entre la main de l'Agence nationale des renseignements, ANR. D'après le même témoin, cet assaillant tué est tombé lors de l'intervention des FARDC. À la même source d'ajouter que ces tueries seraient liées à un conflit minier. Mais selon une autre source administrative qui a requis l'anonymat, il y a encore des doutes sur l'identité des victimes qui ne seraient pas des exploitants miniers. Il faut savoir qu'à ces territoires, les autorités congolaises ont rouvert une mine il y a peu de temps. Les torchons brûlent dans la province de Maniema. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo accuse le gouverneur intérimaire Jérôme Bikenge d'extorquer la population de ce coin au travers une multiplicité des taxes et des barrières illégales. Justin Magnon pour les détails. La question des taxes administratives à Kindu, dans la province de Maniema, au cœur d'une guerre ouverte entre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, originaire de ce coin, ainsi que l'actuel gouverneur de cette contrée, Jérôme Bikenge. Pour l'ancien patron du gouvernement, la population de Kindu vit depuis un temps des taxes intempestives et illégales, ainsi que des barrières érigées dans les chefs-lieux de Maniema qui s'apparentent à de l'extorsion de la population. Et comme pour enfoncer les clous,
l'ex-locataire de la primature, a au cours d'un point de presse tenu le 6 octobre dernier à Kindu, où il est en séjour, accusé le gouverneur Bikenge de marcher à l'encontre de la vision de Joseph Kabila qu'il est censé représenter dans cette province. Poursuivant son discours, Augustin Matata assure que cette démarche n'est pas personnelle. L'homme déclare avoir été saisi par la plainte de l'association de motards dont ces mesures illégales du gouverneur ont englouti une quantité importante de leurs motos. Très remonté, Matata Ponyo a indiqué qu'aussi longtemps qu'il séjournera au Maniema, il enlèvera ses barrières partout où il passera. Et en réponse, Jérôme Bikenge, l'autorité provinciale, dans un communiqué, déplore et dénonce le comportement de l'ancien Premier ministre dans ses recouvrements de l'impôt sur les véhicules appelé communément vignette. Pour lui, cette opération va se poursuivre et des mesures de sécurité seront prises pour protéger ses agents de fiscalité contre des voyous qu'envoie Matata Ponyo pour les agresser. Le gouverneur souligne que Matata Ponyo a tenu des propos discourtois envers le président Kabila ainsi que son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Affaire à suivre. Autre chose à présent, vous le savez peut-être déjà, le docteur Denis Mukwege s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix, le premier Congolais à avoir ce prestigieux prix. Retour en image sur son intervention au Parlement européen lorsqu'il a reçu le prix Sakharov. Suivez. Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes semblables sont victimes. Mais comment me taire quand plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique? Comment me taire quand ces mêmes raisons économiques ont conduit à l'usage du viol comme une stratégie de guerre? Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, chaque mère violée, je l'identifie à ma mère, et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Quel est cet être humain doué de conscience qui se tairait quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants, soit par des produits chimiques? Déjà, un seul cas de viol est grave et nécessite une action de nous tous. Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées et d'autres milliers d'enfants nés issus du viol. En plus des millions d'êtres humains morts suite au conflit. Ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Nous les dédions donc à toutes les survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Nous sommes convaincus que le changement viendra par ces femmes courageuses, déterminées et dignes qui sont notre source d'inspiration au quotidien. Et en rapport avec ce prix Nobel décerné au docteur Denis Mukwege, Moïse Monide, la présidente de CONAD, réagit au micro de Paulin Kamaïndo et Belgodon Moutombo. Regardez. Si j'ai suivi plusieurs fois Mukwege, c'est un vrai journal. Et Mukwege, j'ai eu à les connaître par rapport à ses dires, ses réflexions, mais par rapport à ce qu'il fait. Mais je suis un peu triste de voir que les Congolais haïssent ce prix-là parce qu'il répare les femmes. Et il répare les femmes parce qu'il y a des gens qui détruisent les femmes. Comprenez un peu ça. Donc ça devait nous choquer. Mukwege, c'est à la fois une fête, une joie, une reconnaissance, mais on nous reconnaît comme étant la capitale du viol. Qui viole? Ce sont nos militaires.
Et qui est le chef de ces militaires-là? C'est Kabila. Donc je crois que Kabila devait être aujourd'hui dans ses petits souliers. C'est pour ça que je comprends que Kabila est dans ses petits souliers lorsqu'il apprend que Mukwege a une idée. Moi, je connais Mabadika, je ne connais pas Mendy. Mabadika, je le connais lorsqu'il était, on l'appelait Mabadika, il luttait, et je connais qu'il avait un journal qui s'appelait Uhuru. Mais il est le contraire, tout ce qu'il dit aujourd'hui, devoir de mémoire. Si vous regardez, vous fouinez les passés de Mende, vous allez beaucoup regretter. Je ne vais pas parler de Mabadika, que vous appelez Mende, moi je le connais comme Mabadika. Et je vous dis bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les connaissent à ce nom. Si je les connais à ce nom-là, parce que je suis un vieux de la vieille. Donc, le prix Nobel de la paix, Mukwege, le prix Nobel du crime, Kabila. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Suivez. Président Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. L'un des opposants crédibles et connus en République démocratique du Congo, vous êtes candidat président. De tristesse, encore de Congolais tombés. Il vient de tomber dans un accident au Congo central, mais aussi dans l'Est où on vient encore de tuer. Candidat président, votre réaction? Écoutez, c'est malheureux, c'est regrettable. C'est avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de tristesse que nous observons tout ça. Alors, ce qui s'est passé dans le Congo central, à 6 km de Kisantu, c'est déplorable. Bon, un accident, c'est un accident, ça peut arriver, mais que les gens accourent pour aller recueillir les carburants qui, sortaient de ces camions-citernes, ce n'est pas normal parce qu'il y a un danger. Et la misère fait que les gens, malgré les dangers, vont quand même et malheureusement, ils trouvent la mort. Et quand ils trouvent la mort, il n'y a pas de possibilités sanitaires, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire pour venir en aide, venir au secours de ces gens le plus rapidement possible. C'est regrettable et ça, c'est à cause du manque de leadership, à cause de la façon dont le pays est conduit. Nous déplorons ça. À l'est du pays, vous le savez, c'est tous les jours qu'on tue. Et chaque jour, nous connaissons des cas, des tueries, des gens qui viennent de je ne sais où, et il y a un gouvernement en place, et ce gouvernement n'arrive à rien faire, et c'est déplorable. La sécurité des personnes n'est plus assurée en RDC. Donc, problème de changement de ce leadership qui appelle les élections, le Conseil de sécurité à Kinshasa. Que ressort de la rencontre que vous avez eue? Nous avons entendu la communication, je veux dire diplomatique, de l'ambassadeur français à l'ONU. Qu'est-ce que la nation peut retenir de cet entretien, de la venue du Conseil de sécurité ici, en RDC? Communication diplomatique, mais là au public, mais avec nous, il n'y avait pas de communication diplomatique. C'était très clairement dit. Vous êtes un opposant sincère. Dites à la population qu'est-ce qui s'est passé. Non, très clairement, il a été dit par le Conseil de sécurité que le Conseil de sécurité attendait des élections inclusives. Ils ont répété, élections crédibles, ils l'ont dit, élections transparentes et apaisées. Ils nous l'ont dit. C'était clair. Et nous avons dit que élections, oui, mais pas n'importe quelle élection, pas une parodie d'élection. Élection, oui, mais sans machine à voter. Élection sans les 10 millions d'effectifs. Et puis le reste, ça vient après. Mais le 2 prérequis là, pas de machine à voter, pas d'effectifs, sinon il n'y a pas d'élection crédible. Et nous avons demandé aux membres du Conseil de sécurité de respecter la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais dit dans son ensemble, quasi unanimité, qu'il ne veut pas de machine à voter. Ça, c'est le peuple. Et personne ne peut venir balayer d'un revers de la main la volonté du peuple congolais. Mais le Conseil de sécurité appelle à un consensus sur la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que les uns, le pouvoir en place, le pouvoir organisateur, la CENI, demande la machine, le peuple ne veut pas de la machine. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, ça ne veut pas dire utiliser la machine. Mettez-vous d'accord, ça veut dire simplement d'abord, regardez les textes. Que disent les textes? Les textes de loi disent que les votes électroniques
n'est pas permis pour les élections à venir. Interdit dans la loi électorale. Interdit dans la loi électorale, l'article 237 terre, très clairement. Le texte dit quoi? Il y a un calendrier qui a été développé, qui a été mis, en circulation, et ce calendrier prévoit le bulletin papier, le vote manuel. Donc, nous devons suivre le texte, et nous l'avons dit aux membres du Conseil de sécurité qu'ils sont les hommes et les femmes des droits. Il faut que le droit soit appliqué. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous dire que le train était déjà en marche au niveau de la machine à voter. Que pensions-nous? Nous l'avons dit que non. Même si le train est en marche, et on vous dit que à l'arrivée que ce train-là va dérailler et ça va faire des victimes, il y aura des catastrophes. Est-ce que vous allez vous embarquer dans ce train-là? Non. Et je crois que tout le monde a compris qu'on ne pourra pas avoir des élections apaisées avec la machine à voter. Et donc nous, la question a été posée, est-ce que vous irez quand même aux élections si la CENI insiste sur cette machine à voter? Nous avons dit non, pas qu'on n'ira pas aux élections, on ne boycotte pas aux élections, il n'y aura pas les élections, parce que le peuple congolais ne laissera pas quiconque organiser les élections dans ces pays avec la machine à voter. Alors, est-ce que, en tant que politique avisé, comment décryptez-vous cette venue du Conseil de sécurité pendant que nous avons suivi dans les jours passés la communauté internationale s'opposer à cette machine, venir en RDC et demander un consensus? Est-ce que ce n'est pas de manière fortuite qu'on parle déjà d'une transition? Demander un consensus n'est pas mauvais, mais on ne demande pas un consensus sur l'utilisation de la machine à voter. Non, on demande un consensus sur le processus électoral qui doit être crédible, transparent, inclusive et apaisé. Le Martin Fayulu, pour qu'on ait la machine ou rien, il y a même réception déjà de certaines machines ici à Matadi. Donc pour la CENI, soit c'est la machine des élections cette année, ou ce que disent les gens de la majorité, soit on enlève la machine, on pousse pour une transition. Non, le 23 décembre 2018, M. Kabila doit partir, nous l'avons dit au Conseil de sécurité. Qui est élection ou pas, Kabila, son nom, c'est le départ. Et là, peut-être on envisagera la transition sans Kabila, mais Kabila doit partir. Et personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous ne sommes pas des bêtes de somme, nous ne sommes pas des esclaves de M. Nanga, nous ne sommes pas des gens qui doivent se dire, écoutez, on vous conduit à l'abattoir, vous êtes conscients, et nous continuons, et nous marchons pour aller à l'abattoir, pour nous liquider. Non. Et le peuple congolais nous a fait confiance, pas pour rien. Le peuple congolais nous a dit clairement, le 29 septembre dernier, ne nous trahissez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire que le pouvoir en place ne sait pas dans le détail qui sont les commanditaires de ce qui se passe à Béni? Le pouvoir ne le sait pas. Depuis tout le temps, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a les services de renseignement là-bas. Est-ce que le pouvoir ne le sait pas? Et pourquoi on continue à avoir ces exactions dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, à Ituri? Pourquoi on continue à avoir ces exactions? Est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les environs de Kinshasa? Tous ces cas d'insécurité. Donc nous disons que le peuple congolais a besoin d'une alternative crédible. Un fils de ces pays, aujourd'hui, doit se mettre là où on prend des décisions importantes pour le pays et changer la donne et faire en sorte que les Congos ne soient plus la risée du monde. Nous devons bâtir ces Congos libres et prospères. Et nous le disons, c'est encore possible avec l'opposition aujourd'hui. Nous allons choisir un candidat commun et ces candidats... Quand ça vient toujours pas, le candidat commun. Mais ça va venir. Ce n'est pas, selon la volonté de gens qui nous pressent. Non. C'est selon la volonté de l'opposition, selon son agenda, son calendrier. Le calendrier est très simple. Nous allons commencer par adopter un programme commun. Chacun de nous a un programme. Nous allons le mettre ensemble. On adopte un calendrier et un programme commun. Et puis, après, nous allons désigner un candidat commun. Et tout le monde sera derrière ces candidats. Parce que le Martin Fayulu est prêt de s'éclipser pour un autre candidat. Écoutez, s'il vous plaît, si on dit que nous acceptons le principe, accepter les principes, ce n'est pas des 20 mots. Il reste juste 3 minutes. Question par rapport à la candidature commune que vous ouvrez. Excepté Martin Fayulu, qui est-ce que vous voyez capable de mener les troupes, selon vous, excepté vous?
ne sommes pas à ce niveau-là. Il y aura une candidature commune, il y aura un homme qui sera là et il défendra les couleurs de l'opposition politique congolaise. En 2016, la communauté internationale, avec la SENCO, avec tout ce qu'il y avait comme pression, vous avez dit touche pas mon 220 et tout, mais on glisse. En 2017, on arrive à la fin, c'est Nikki Haley qui vient, on glisse. En 2018, on arrive à la fin, c'est le Conseil de sécurité qui vient. Est-ce que ça ne sent pas le glissement? Est-ce qu'il y a sincérité au sein de la communauté internationale? Une petite réflexion. La réflexion est bonne, mais là, le peuple congolais sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, le peuple ne veut plus de M. Kabila et on ne peut plus aller de glissement en glissement. C'est pour cela que nous disons, si d'aventure, le 23 décembre, il n'y a pas ces élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, il faudrait tout simplement que M. Kabila parte. Il partira comment? Mais il partira par tous les moyens, et la Constitution le prévoit. L'article 64, c'est pour ça que j'ai fait appel au peuple. C'est au peuple de décider. Si nous continuons avec M. Kabila, nous ne pourrons jamais avoir des élections apaisées dans ces pays. Nanga ne vous a pas rassuré au cours de la rencontre avec le candidat président? Pas du tout. Nanga n'a pas rassuré et j'apprends qu'il convoque une réunion pour mettre en place un cadre technique. Nous disons non. Nous irons à la réunion, pas pour mettre en place un cadre technique, mais pour, résoudre les questions préjudicielles, c'est-à-dire les fichiers électoraux et la machine à voter. Pour Fayoulou et les autres candidats de l'opposition, donc nous sommes 7, et je comprends bien que pour les autres candidats aussi, quand nous étions chez Nanga jeudi dernier, sur 21 candidats qui étaient là, 19 ont prononcé contre la machine et même un 20e nous a ralliés à la fin parce que c'est lui qui a conclu en disant à M. Nanga, si je comprends bien, tout le monde ici a refusé la machine à voter. Ça a été dit et je crois que les minutes de cette réunion sont là. La CENI doit, les tenir. Donc la machine à voter, on n'en veut pas. Nous voulons des élections. Il y a Chadari qui était pour la machine à voter. Voilà, vous avez tout dit. Merci. Dernière question, Dr Mukwege, premier Congolais prix Nobel de la paix. On termine par là. Un mot. Mais vous devriez dire, qu'est-ce que j'ai dit en 2014? Qu'est-ce que j'ai dit en 2014? Que nous, Congolais, on avait des hommes et des femmes capables. Et j'ai précisé qu'il y avait un parmi nous qui était meilleur, qui était fort, et le docteur Mukwege. Je l'ai dit à cette époque-là, même si on avait besoin d'une transition, comme au Burkina Faso, on pouvait choisir docteur Mukwege. Ça, je l'ai dit. Et aujourd'hui, on le voit. Vous êtes reconforté avec ça? Écoutez, c'est la vérité, comme l'avait dit le cardinal Mosengo, on ne peut pas, la cacher, on ne peut pas la mettre de côté. Et non, la vérité est têtue, la vérité c'est la vérité, et je suis très fier. Un mot pour Kofi qui rejoint la machine, pas d'accord avec la machine à voter, qui ramasse des tirs de partout. Mais Kofi, c'est un garçon, c'est un ami. D'abord, il est très lucide. Je suis très très déçu qu'il reçoive ces tirs. J'ai promis d'ailleurs de l'appeler pour l'encourager. Et je sais, à chaque fois qu'on se voit, et je connais sa position, c'est un Quinois, c'est un Congolais, et il ne peut pas ne pas vouloir le bonheur de son pays. Parce qu'il est conscient que lui, Kofi, là, ce qu'il a fait, et au sommet de son art, d'où il est venu, comment il a travaillé dur pour être cet artiste confirmé, et personne ne lui a donné ça gratuitement. Et il ne peut pas, travailler pour qui que ce soit. Et les gens doivent le savoir, ce n'est pas eux qui ont fait Kofi. Il s'est fait de lui-même. Il a travaillé pour arriver là où il est. Et comme ça, à son âge, de grande maturité, et lui demande de dire n'importe quoi. Non, et je les félicite pour ça. Et je trouve que c'est là où on trouve les hommes de valeur.
C'était le candidat président Martin Fayoulou qui répondait aux questions de Peter Tiani. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans le Maniema ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.